Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International dans les locaux de TV5 Monde. Nous sommes à la 7e heure de direct et nous nous dirigeons en Inde et plus particulièrement à Ahmedabad. Alors, deuxième pays le plus peuplé et 7e plus grand au monde, l'Inde représente un marché de plus de 1,3 milliard d'habitants. Ahmedabad est la principale ville de l'État du Gujarat, située au nord-ouest du pays. Surnommée autrefois la Manchester de l'Inde en raison de la forte concentration d'usines textiles, la métropole jouit aujourd'hui d'une réputation de base de commerce et d'industrie. Et nous allons voir pourquoi et comment au cours de cette émission. Avec moi sur le plateau, Nicolas Ribollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Mazars, vous êtes également président de la Chambre de commerce France-Inde et vous êtes également CCE. Avec moi également Sylvain Martineau, bonjour. Vous êtes CEO de Cetelum India et vous résidez à Ahmedabad depuis 8 mois. J'ai également avec moi Tim Guillois, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de The Links India et directeur général de The Links France. Vous avez vécu 4 ans à Delhi et vous êtes rentré depuis 2 ans. Tout à fait. Et vous revenez tout juste ce matin. Voilà. Et avec moi, Fabien Gagnereau, bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes spécialisé dans les affaires, droit des affaires en Inde. Vous y avez vécu entre 2012 et 2015 et vous y retournez aussi régulièrement pour les affaires. Okay. Avant de démarrer ensemble cette émission, je rappelle aux internautes qu'ils peuvent réagir et déposer leurs questions sur le site des 24 heures chrono de l'International ou encore nous adresser une vidéo. Il suffit de cliquer sur le bouton orange en bas de votre écran et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag 24HChronoTV. On va commencer cette émission en abordant tout d'abord la situation économique de l'Inde au retour du voyage présidentiel. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Nicolas ? L'Inde est aujourd'hui dans une phase assez intéressante d'un point de vue économique. La croissance a retrouvé un niveau assez élevé, au-dessus de 7%. Depuis 2014 et le changement de gouvernement, on a donc le Premier ministre Modi qui a été élu mi-2014, qui était d'ailleurs l'ancien dirigeant de l'État du Gujarat dont on parle aujourd'hui. Donc il a dirigé cet État pendant assez longtemps. Il avait montré dans cet État son caractère pro-business. Et le Gujarat est un État qui est assez accueillant en termes d'investissement étrangers et qui a mis pas mal de mesures en place pour attirer les investisseurs indiens et étrangers et faciliter la vie des affaires. L'Inde est donc aujourd'hui dans une phase de manière globale qui est positive. Il y a eu quelques soubresauts l'année dernière avec notamment la phase de démonétisation et le retrait de certaines coupures de billets de banque qui a un peu ralenti la croissance. Il y a eu une des très grandes mesures du gouvernement Modi cette année qui est la mise en place d'un système de TVA harmonisé qui s'appelle la GST. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont assez positifs. L'autre élément que je voudrais mentionner, c'est les améliorations dans l'ouverture aux investissements étrangers. Progressivement, il y a un certain nombre de secteurs qui sont de plus en plus ouverts en termes de seuil d'investissement. Donc ça, c'est un élément positif. Et au niveau central, c'est un des sujets sur lesquels l'Inde a travaillé. Et probablement l'autre élément aussi, c'est l'amélioration. Et ça, c'est un des gros sujets du gouvernement depuis 2014 sur le ease of doing business, la facilité de faire des affaires. L'Inde était extrêmement mal classée au-delà de la 130e place jusqu'à l'année dernière. L'Inde a fait un bond assez important cette année et autour de la 100e place. Ils ont évidemment l'ambition de monter beaucoup plus haut et pour cela, ils prennent un certain nombre de mesures de facilitation de la vie des affaires qui vont dans le bon sens pour les entreprises indiennes et pour les entreprises étrangères. Donc ça, c'est tout un tas d'éléments positifs. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la visite présidentielle, mais il y a une relation franco-indienne qui est extrêmement forte. La relation stratégique des deux pays est très bonne et la relation de nos dirigeants, du Premier ministre Modi et du président Macron est aussi excellente. Donc aujourd'hui, je dirais que les planètes sont alignées pour qu'il y ait encore davantage d'entreprises françaises qui viennent investir en Inde. Alors justement, on va y venir tout de suite et on va notamment aborder ces liens qui sont très forts et notamment dans le tourisme. On va écouter une vidéo de Sheetal Muncho, qui est la présidente d'Atout France en Inde et qui nous en parle. Bonjour, je m'appelle Sheetal Muncho et je suis la directrice de Atout France en Inde basée à Mumbai. Nous sommes à l'intérieur de Mani Bhavan, désormais
le musée, mais qui était l'ancienne maison iconique et historique de Gandhi, ici en Inde. Et je vais vous parler un petit peu des liens touristiques entre la France et l'Inde. Le nombre d'Indiens qui voyagent autour du monde aujourd'hui, c'est un nombre croissant. Il y a une évolution de la classe moyenne qui a envie d'aller à la découverte de nouvelles destinations. La France a une image très positive aux yeux des Indiens, que ce soit dans le domaine de luxe, art de vivre, gastronomie, œnologie, culture ou encore tourisme pur et dur. La France a tiré son épingle de jeu. Aujourd'hui, elle est la destination, la première destination dans l'espace Schengen et l'Europe en ce qui concerne les Indiens. On est à 600 000 touristes avec pour objectif de passer à 1 million d'ici 2020. Alors la France a tiré son épingle du jeu, nous dit Chital Muncho. Est-ce que c'est valable dans des domaines autres que celui du tourisme, Fabien ? Oui, absolument. Alors, comme le disait Nicolas, il y a un climat des affaires qui favorise de toute façon l'implantation et le courant d'affaires entre l'Inde et la France. La France est un des partenaires historiques de l'Inde sur un certain nombre de sujets. Et on peut citer au premier rang de ces sujets tout ce qui concerne la défense. Dans le cadre des besoins de l'armée, de la marine et de l'aviation indienne, il y a une collaboration assez forte qui se fait entre la France et l'Inde, à la fois en termes de biens et de services qui sont amenés, mais surtout en termes de formation, en termes de transfert de technologie qui peut se faire. Il y a également tous les domaines où la France a une technologie ou un savoir-faire qui sont assez conséquents. Je pense notamment à tout ce qui relève du domaine médical. Il y a énormément d'écoles et d'instituts de formation supérieure qui s'intéressent à l'Inde pour y implanter des écoles. Donc tous ces domaines traduisent un attrait des entreprises et des centres de savoir français pour l'Inde, et à la fois, comment dirais-je, un accueil favorable en Inde de ces éléments made in France. Il y a un autre secteur aussi, ce sont les infrastructures. Simain, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel corps de métier vous évoluez là ? Donc effectivement, moi je suis responsable de Citelum India, donc qui est une filiale de Citelum. Donc nous sommes dans les services urbains. Et donc en Inde, on gère des projets d'infrastructures d'éclairage public, donc qui est un domaine effectivement qui, comme tous les domaines d'infrastructure, nécessite des développements, et donc dans lequel bien évidemment le savoir-faire français peut avoir une belle valeur ajoutée. D'accord, vous électrisez en fait les rues du Gujarat ? Je ne sais pas si on les électrise, mais en tout cas on les éclaire. C'est un des projets, le projet Smart Cities, qui a été lancé par le gouvernement indien sous le gouvernement Modi, et un des projets importants pour l'amélioration de tout l'environnement urbain. Ça inclut beaucoup de sujets d'infrastructures, de transport, d'équipements publics, sur lesquels il y a beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui qui sont investies. Et ça, c'est un des domaines dans lequel il y a énormément d'opportunités aujourd'hui en Inde. Il y a un certain nombre de villes qui ont été sélectionnées et qui ont des projets spécifiques dans le domaine Smart Cities. Vous avez aujourd'hui plus de 60 villes indiennes qui ont plus d'1 million d'habitants, pour donner une idée de l'échelle humaine et de ce dont on parle. Donc les besoins sont colossaux. Les énergies renouvelables aussi vont être au cœur de oui, les énergies renouvelables étaient au cœur de la visite présidentielle, notamment le solaire, mais c'est un des domaines dans lesquels l'Inde aujourd'hui investit beaucoup, et le Gujarat est un des États qui a beaucoup de potentiel de luminosité et d'ensoleillement pour développer l'énergie solaire. Mais tout le domaine de l'énergie, effectivement, il y a aujourd'hui plus des 2/3 de l'énergie qui est produite par du charbon, et l'Inde a des objectifs ambitieux en termes de mix énergétique pour arriver à faire passer la part des renouvelables à un niveau beaucoup plus important, et travaille d'arrache-pied sur ces sujets aujourd'hui. Futur. Il y a aussi d'autres secteurs qui vont devenir très importants, et c'est notamment la communication dans le secteur dans lequel vous habitez. Oui, alors communication, l'intérêt, c'est qu'on a une vision de différents secteurs d'activité. Donc on a un certain nombre de clients indiens en Inde et des clients français en Inde. On travaille très bien avec le groupe Accor, par exemple, depuis 4 ans, avec Pullman, avec Ibis, etc. Et on a vu au fur et à mesure les Indiens s'intéresser à ces hôtels
pour y aller de plus en plus, et ces clients, Accor est satisfait donc du nombre de gens qui viennent dans ces hôtels avec des taux de remplissage qui commencent à être de plus en plus intéressants. Le deuxième client intéressant aussi dans le secteur du retail, c'est Decathlon, avec qui on a travaillé il y a 4 ans environ, et qui aujourd'hui ont environ 60 magasins en Inde. Donc il y a besoin d'intermédiaires, justement. Donc on va dire ces secteurs se portent bien. Il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut connaître les différentes villes, les différents États, etc. Mais avec de la ténacité et une connaissance terrain importante et des bons collaborateurs et une bonne agence de com, on réussit bien sûr au fur et à mesure à y arriver et à récupérer des parts de marché. D'accord, je vous remercie. On va faire une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour parler de la création d'entreprise en elle-même. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international consacré à Ahmedabad et à l'Inde, je suis en compagnie de Nicolas Rivollet, Sylvain Martineau, Fabien Gagnereau et Tim Guillois. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de la création d'entreprise. Tim, et Fabien également, quelles sont les démarches administratives pour créer une entreprise en Inde ? Alors, concrètement, moi j'ai d'abord fait appel à un bon juriste sur place indien, je ne connaissais pas Fabien à l'époque malheureusement, qui travaillait avec d'autres expatriés et qui m'a aidé justement dans mes démarches, avec aussi un expert comptable indien, donc un peu de temps, un peu d'énergie, mais surtout pas mal de temps aussi de par la société mère en France pour livrer tous les papiers apostillés, tamponnés, retamponné, signé, etc. Mais on va dire en 2 mois et demi, 3 mois, c'était fait. Et un bon avocat, du coup, Fabien, vous intervenez à quelle échelle ? Un bon avocat, nous, on intervient sur toutes les étapes de la création d'entreprise, donc vraiment de la phase, j'allais dire, structuration de l'investissement à la phase concrète de création d'entité. Alors, les étapes, justement, concrètement. Alors, les étapes, concrètement, on retrouve de façon assez classique la préparation des statuts de la société, qui sont un petit peu différents en Inde, dans la mesure où ils se distinguent entre 2 documents, les Articles of Incorporation, Association et les Memorandum of Association, qui divisent les règles de gouvernance d'une part et l'objet social, le montant du capital et le siège social d'autre part. Il faut savoir que cette procédure, au-delà de la rédaction des statuts elle-même, passe essentiellement par une voie dématérialisée aujourd'hui, qui a considérablement simplifié les implantations en Inde. Alors, elle l'a simplifié. J'allais dire, la procédure en elle-même, le dossier de demande est extrêmement simple à remplir. Le problème quand vous êtes actionnaire étranger, c'est qu'il faut rassembler un certain nombre de documents sur lesquels il faut obtenir un cachet d'un notaire quand vous préparez des actes à l'étranger, apostille. Tous ces éléments peuvent demander énormément de temps à se mettre en place, malgré leur simplicité de préparation et de rédaction. Donc en réalité, aujourd'hui, la procédure se simplifie, elle se simplifie de jour en jour. On a un nouveau formulaire qui a été mis à jour là récemment avec quelques jours et qui permet de faire une demande d'immatriculation par un seul formulaire déposé au registre. La réalité, c'est que
le temps moyen de création d'entreprise a peu varié depuis 5 ans. Sur des structurations avec un actionnaire étranger, société, donc personne morale, on est toujours en moyenne sur un délai de 2 à 3 mois, qui correspond en fait au degré de formalité administrative à accomplir en France, à la sollicitation des signataires en France, à la nomination des dirigeants, etc. Et pour ce qui est des visas, c'est aussi simplifié? Bon, la procédure des visas, elle est relativement simple. Il y a toujours, mais ça en Inde, on le retrouvera pour l'ensemble des formalités administratives, pas mal de documentation et de papiers à fournir. Ensuite, il y a énormément de choses qui sont aujourd'hui automatisées. Donc ça, c'est en général pas vraiment un gros souci pour nos clients. Je dirais qu'on est là-dessus sur des visas, que ce soit les visas business ou les visas de travail qui s'obtiennent assez facilement. Il y a eu quand même des améliorations en termes de visas sur la partie e-business, e-visa, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui obtenir un visa électronique et faire les formalités. Terminer les formalités en Inde. Donc ça, c'est quand même une amélioration dans le temps. Ce e-business visa, il permet d'avoir un visa relativement rapidement, plus rapidement qu'avant. Donc l'Inde évolue positivement là-dessus. Il y a aussi des e-visas touristiques aujourd'hui qui sont disponibles. Donc l'Inde a fait des efforts ces dernières années en termes de formalités administratives. Ce que je disais tout à l'heure sur la partie ease of doing business, la partie amélioration de l'environnement des affaires, dans les questions de cadre juridique, c'est aussi le cas. Sur les parties de création de sociétés, après, il y a un certain nombre d'éléments, comme le disait Fabien, qui prennent un peu de temps parce qu'il faut rassembler les documents. Donc il y a une période qu'on peut difficilement restreindre. Peut-être un élément là-dessus, c'est que la plupart des sociétés qui s'implantent, elles choisissent la forme de filiale sous forme de private limited company, qui sont des sociétés relativement simples à créer et à gérer quand même. D'accord. On va regarder une interview de Paywal Kanwar, qui est la directrice générale de l'IFCCI et qui nous parle des difficultés que rencontrent les Français à leur arrivée en Inde. Les difficultés que les Français peuvent rencontrer à leur arrivée en Inde, le premier étant plutôt au niveau logistique, trouver un logement qui correspond aux standards européens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix des loyers peut être élevé dans certaines grandes villes. À Mumbai, par exemple, le niveau de loyer est assez proche au prix parisien. Ensuite, le visa d'entrée pour les conjoints ne leur permet pas de travailler en Inde. Donc, à partir du moment où ils souhaitent travailler ou ils trouvent un emploi en Inde, il faudrait tout de suite changer de visa. Et le dernier, bien entendu, savoir gérer les problématiques interculturelles et s'adapter à la culture de travail. Donc plein de difficultés, on va les passer en revue. On a le visa des conjoints. Sylvain, vous êtes venu avec votre épouse et qui, elle notamment, à cause de ce visa, ne peut pas travailler. Exactement, donc ma famille en fait, puisque je suis venu avec mon épouse et avec mes enfants, donc j'ai 3 petites filles qui ont fait partie du voyage et donc sont donc effectivement sous mon visa et donc n'ont pas la possibilité, mon épouse n'a pas la possibilité de travailler. Cependant, à côté de ça, effectivement, il y a la possibilité d'avoir des activités plus de bénévolat, ce qui est le cas de mon épouse et qui permet d'avoir effectivement non seulement une occupation mais de participer également à la vie indienne parce que c'est très enrichissant et ça permet également de mieux s'intégrer. Et vous disiez qu'une expatriation, justement, c'est très important qu'elle se décide à 2. Même j'allais dire plus qu'à 2, hein. Comme je vous disais, nous sommes 5 et c'est un vrai projet de famille. Je pense qu'une expatriation d'une façon générale, et c'est pas propre à l'Inde, donc on a eu la chance nous de partir en expatriation dans différents pays, donc notamment effectivement la Chine, l'Allemagne ou l'Angleterre en plus de l'Inde. C'est un projet de famille à chaque fois, puisqu'effectivement pour avoir une activité professionnelle saine, il faut que la famille soit dans de bonnes conditions. Vous acquiescez tous, vous êtes tous d'accord. Juste un complément, je suis totalement d'accord. En termes de projet d'expatriation et de gestion de la vie familiale, c'est effectivement des paramètres très importants, surtout sur un pays qui est quand même
relativement compliqué comme l'Inde. Par rapport à la question du conjoint, la difficulté, elle est essentiellement par rapport au fait de pouvoir trouver localement du travail, qui risque d'être à des conditions de rémunération locales. Sur la partie visa, moi, mon épouse était arrivée sur mon visa aussi au départ. Ensuite, elle a trouvé du travail localement, ce qui oblige à retourner en France pour refaire une demande de visa. Mais il n'y a pas d'impossibilité technique à le faire en termes de visa, hein. Le conjoint peut aller demander son propre visa de travail. La difficulté, elle est plus sur trouver localement l'opportunité professionnelle et le travail qui convient. Il y a une autre difficulté que les Français rencontrent, c'est notamment les différences interculturelles au travail. Est-ce qu'elles sont prégnantes? Est-ce qu'il faut, c'est une absolue nécessité de les prendre en considération? Il faut ajuster son logiciel par rapport au fonctionnement indien. Il y a énormément d'éléments culturels qui sont différents, alors qui ne sont pas toujours très lisibles pour nous. Il y a un des sujets qui est le sujet des castes, qui est quelque chose de sous-jacent pour lequel on n'a pas vraiment les clés de compréhension, par exemple. Il y a d'autres éléments qui sont les éléments de superstition et de fonctionnement avec un astrologue ou un gourou. Le conseil, c'est justement de respecter ça, un petit peu de suivre le courant. L'écueil principal sur l'implantation des entreprises étrangères en Inde, c'est d'essayer de calquer un modèle de management, de reporting, qui va être décliné d'un modèle successful en Europe ou ailleurs. Et généralement en Inde, on se heurte très rapidement à la réalité et justement aux faits culturels indiens, aux habitudes culturelles indiennes. Comme l'a dit Nicolas, il faut quand même rappeler qu'en Inde, le fait culturel est omniprésent dans la mesure où, c'est pas une généralité sur toute l'Inde, puisqu'il y a des langues qui sont régionales, mais on parle hindi. Une grande majorité de la population est hindoue. Alors justement, est-ce qu'il faut parler absolument l'hindi quand on s'implante, ou juste l'anglais suffit-il? Non, la réalité, c'est que l'anglais suffit pour franchir, en tout cas pour aborder la partie business dans sa grande majorité. Maintenant, apprendre une langue régionale ou à vocation nationale comme l'hindi est indéniablement un plus. En tout cas, c'est ce que je pense dans le cadre des affaires. Maintenant, ce n'est pas une absolue nécessité pour arriver à conduire une activité économique. Donc. Vous l'avez apprise ou vous avez commencé à l'apprendre Quelques mots, mais quand on se rend compte que les Indiens entre eux, quand on les croise, se parlent en anglais, on se rend quand même compte que tristement, pour le business, ça suffit largement selon moi. Pour le business, ça suffit. Puis avec les langues régionales, si quelqu'un a envie de faire une conversation privée avec quelqu'un d'autre sans que vous compreniez, même si vous parlez anglais plus hindi, on prend ici l'exemple d'Ahmedabad, les personnes vont parler pour la plupart le Gujarati et certaines vont parler encore d'autres langues régionales, peut-être le Marathi ou d'autres langues. Que chaque région a son identité propre. Exactement. Je pense, Magalou, pour en revenir aux langues, même si je partage complètement ce qui a été dit, l'Inde a cet avantage que quand on parle anglais, on peut faire du business en Inde, il n'y a pas de difficulté. Cependant, nous, on a fait le choix effectivement d'apprendre l'hindi. Alors, on a des rudiments à ce niveau-là, mais moi j'y vois deux avantages. Le premier, c'est qu'effectivement ça démontre vis-à-vis des collègues, et notamment lorsque, comme c'est mon cas, on gère une entreprise localement, ça démontre véritablement la volonté de comprendre et de s'intégrer. Et ensuite, moi je reste persuadé que, et ça c'est universel, la langue reflète la culture. Donc comprendre la structure de la langue, comprendre la langue, c'est aussi comprendre la culture. La structure de la société. Exactement. Donc c'est les avantages que j'y vois, et c'est pour ça que nous, effectivement, dans toutes nos expatriations, on a fait ce choix d'essayer d'apprendre la langue. Et ça va? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, on va y arriver. On a 3 ans pour le faire. 3 ans. Je vous remercie. On va se consacrer sur Ahmedabad, et ses particularités. La ville, historiquement, c'est une ville d'affaires qui est extrêmement dynamique. On regarde la vidéo d'Achille Forler, qui est producteur, éditeur musical, mais qui est aussi le fondateur de l'Alliance française d'Ahmedabad et qui nous parle des avantages justement de cette ville. Ahmedabad à la ville de l'Inde qui a le plus grand nombre de centres de recherche de pointe, que ce soit sur l'espace, la meilleure école de management d'Asie, la meilleure école de design de l'Inde, des centres de recherche sur l'espace, sur le nucléaire. Il y a même un accélérateur de particules. Donc c'est une ville qui est une ville universitaire, une ville de recherche et bien sûr une ville d'affaires.
Aujourd'hui, dans l'Inde d'aujourd'hui, le Gujarat est certainement un des États les plus en pointe et qui le restera dans les décennies à venir. Ils ont une excellente infrastructure aussi pour l'enseignement. Il y a des écoles internationales. Si vous vous y installez, vous pouvez venir avec vos enfants. Il y a des clubs, des piscines. Donc, c'est une ville où il fait bon vivre. Alors, c'est une ville avec de très grandes infrastructures pour les établissements sur la formation supérieure. Vous avez quelques exemples, Nicolas ? Sur l'activité, historiquement, le Gujarat et Ahmedabad ont une activité commerciale et industrielle importante. Même si cet État est un État sur lequel l'agriculture est importante, c'est quand même en termes de pourcentage du PIB régional un pourcentage moins élevé que dans certains autres États en Inde, même si on est sur un État qui est la capitale du lait par exemple. C'est un État, oui, il y a le premier producteur. C'est la plus grosse production de lait, et avec notamment une des très grandes entreprises indiennes dans ce domaine qui s'appelle le groupe Amul. Mais on a des activités industrielles et commerciales importantes. Ahmedabad est un des hubs automobiles, par exemple, en Inde. Vous avez aussi beaucoup d'activités dans les domaines de la pharmacie et dans le domaine de la pétrochimie. Alors là, c'est plus largement sur le Gujarat et pas seulement sur Ahmedabad, mais c'est le grand centre pétrochimique de l'Inde avec des raffineries, de la production chimique. Donc, notamment en termes d'opportunités pour les entreprises françaises qui souhaitent aller en Inde, les entreprises qui évoluent dans ces secteurs-là, de la pharma, de l'automobile ou de la pétrochimie, il y a pas mal de choses à faire. C'est aussi un État, alors là c'est centré sur la ville de Surat, mais qui est la capitale mondiale pratiquement de la taille de diamant. Il y a 80% de la taille de diamant mondiale qui est effectuée dans cet État. Donc on est au cœur de ce secteur, dans le secteur du diamant. C'est une des niches. Voilà. C'est une des niches. Oui, il y a plein d'autres secteurs. Il y a une tradition industrielle. Vous avez le plus grand chantier naval de démobilisation de bateaux qui se trouve aussi dans le Gujarat, qui va démonter tous les vieux bateaux. Vous avez le premier chantier naval mondial qui se trouve aussi dans le Gujarat. Et puis le Gujarat, par ses ports, est une des voies d'entrée et de sortie pour les importations et les exportations indiennes. C'est une ville aussi où il fait bon vivre. Vous êtes d'accord, Sylvain ? Oui, tout à fait. Donc, nous, ça fait, comme vous le disiez, ça fait 8 mois que nous nous sommes installés en famille sur Ahmedabad. Donc, c'est une ville déjà qui, en termes de sécurité, est une des meilleures villes d'Inde. Il n'y a vraiment aucun problème de sécurité. Comme il a été dit également, c'est une ville qui est assez riche en termes de culture. Donc, je rappelle que c'est la première ville indienne à avoir été élue au patrimoine mondial de l'UNESCO, en 2017, avec des bâtiments qui ont une belle histoire. Donc oui, c'est une ville où il fait bon vivre. Après, c'est aussi une ville, comme le disait Nicolas, qui se développe, poussée. On le sait, par le fait que le Premier ministre actuel de l'Inde, donc Modi, était l'ancien Chief Minister du Gujarat, et clairement utilise le Gujarat et la ville d'Ahmedabad comme un peu un endroit pour tester, pour pousser des idées, et qui fait que la ville d'Ahmedabad et le Gujarat sont extrêmement dynamiques. C'est une ville qui attire beaucoup d'investissements. Nous, on travaille en ce moment sur l'extension. On est aujourd'hui sur 4 villes indiennes au niveau de Mazar. On a 700 personnes et on travaille sur les nouvelles implantations. Et Ahmedabad fait partie des villes dans lesquelles on va probablement investir dans les mois qui viennent, parce que c'est un des cœurs commerciaux et industriels de l'Inde. Au-delà de Delhi, Bombay, Bangalore et Chennai, Ahmedabad fait partie des villes très importantes d'un point de vue économique. Qui polarise qui polarise aujourd'hui et qui attire beaucoup d'investissements étrangers. Ça, c'était un des gros travaux de l'État du Gujarat historiquement. Et c'est une ville aussi qui, pour donner les proportions, qui représente à peu près entre 4,5 et 5% de la population, mais qui représente plus de 7,5% du PIB indien. Donc c'est une ville qui, par rapport à sa population, est dans un état qui est un état pour lequel la production est importante. D'accord.
On va faire une pause et on se retrouve tout de suite après pour aborder justement le coût de la vie. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international consacré à Ahmedabad et nous allons maintenant aborder le coût de la vie. Qu'en est-il en Inde? Est-ce que la vie est chère, Sylvain? Alors ça dépend des États et ça dépend des villes. Il est clair, et c'est ce que disait Payal dans le reportage, le secrétaire de la CCI, qu'une ville comme Mumbai a un coût de la vie qui est extrêmement important. Ahmedabad, où nous on habite, c'est moins le cas. Effectivement, on est plus sur des prix du loyer ou même des prix du coût de la vie qui sont beaucoup plus raisonnables. Donc je pense qu'on ne peut pas généraliser, ça dépend véritablement des endroits. Je pense que les grandes villes comme Delhi et Mumbai sont extrêmement chères, les autres le sont moins. Oui, quand vous avez vécu à Delhi, c'était cher? Oui, à Delhi, en fait, si vous voulez vivre à l'occidental, vous allez avoir des coûts à peu près équivalents à Paris. La bonne nouvelle, c'est que par contre, les surfaces sont plus grandes, donc vous allez être dans des appartements ou des maisons qui vont être plus grandes que si vous habitiez à Paris. Mais c'est le étonnant coût, par rapport à la concentration. En fait, c'est comme ça. Ça ressemblerait un petit peu à Londres. New Delhi est très très espacé. C'est une ville qui ne s'arrête jamais et il y a pas mal d'espaces verts et c'est une ville finalement assez agréable à y habiter, excepté les problèmes de pollution qu'on a connus récemment. On viendra tout à l'heure. Qui continuent à exister. Mais en termes de coût de la vie, il faut avoir un budget correct, voire bon, dans une ville comme Delhi ou Bombay pour vivre bien et ne pas avoir envie de rentrer chez soi au bout d'un mois parce qu'on a essayé de vivre comme un Indien. Et la santé, est-ce que ça représente un budget justement? La santé, alors déjà, les hôpitaux sont excellents en Inde. Il y a une qualité de soins qui, je trouve, pour ma part, exceptionnelle à tout point de vue. Vous allez chez un dentiste, il va vous faire des soins d'une excellente qualité. Donc vraiment, très très haute qualité. Ensuite, les prix vont être beaucoup plus bas, évidemment, qu'en France, puisqu'on a, par exemple, beaucoup d'Américains qui viennent se faire soigner en Inde. Ils font un voyage touristique et ensuite, ils passent se faire soigner. Donc l'Inde est assez connue pour ça. Après, en tant qu'expatrié, il faut avoir une bonne mutuelle et des bons accords pour pouvoir être remboursé correctement. Couvert. Mais si on prend le prix par rapport à la qualité du service, on est bien en dessous du coût de ce que ça pourrait coûter en France. Je partage et je voulais compléter ce que disait Tim. Effectivement, nous, en partant en famille avec des enfants, vous avez 3 petites filles. Voilà, vous imaginez bien que c'est quand même quelque chose qui était important pour nous, d'être sûr que les conditions sanitaires et les conditions médicales étaient bonnes. Alors, pour la petite histoire, on a eu effectivement à affronter ça parce que mon épouse a été malade lorsque nous sommes arrivés et ça a été extrêmement bien géré dans un hôpital effectivement à la hauteur des standards européens et français. Donc je pense qu'effectivement de ce côté-là, il y a une qualité
qu'il faut reconnaître. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais c'est un secteur d'activité aujourd'hui, le tourisme médical en Inde est un vrai secteur en développement pour attirer les Occidentaux, les Américains, je dirais les gens de toute la planète, pour prodiguer des soins de bonne qualité à des coûts qui sont inférieurs à ce qu'on va trouver chez nous. en Europe. Donc il y a un vrai savoir-faire indien dans ce domaine aujourd'hui. D'accord. On a un autre intérêt aussi en Inde, un sujet qui suscite l'intérêt des Français, c'est la sécurité, notamment la sécurité routière. Et on va écouter David Moscovitch, qui est directeur de l'Umiplan Inde et qui est CCE, nous en parler. Bonjour Paris, je suis à Bangalore en ce moment et comme vous pouvez le voir, un des problèmes principaux en Inde, c'est le trafic. Et ce problème s'aggrave avec une urbanisation démentielle en Inde dans les 20 prochaines années. Alors que fait-on pour améliorer les choses? Eh bien j'ai monté la filiale de l'Umiplan en Inde, une société française spécialisée justement dans la gestion et l'optimisation des transports publics. Et nous avons en ce moment un projet à Ahmedabad où nous avons réussi à optimiser les opérations de bus de la ville et même à augmenter la fréquentation des bus. Alors évidemment, il reste encore pas mal de chemin à faire, comme vous pouvez le voir. Mais c'est une opportunité pour les entreprises françaises pour venir s'installer en Inde et j'invite toutes les PME françaises qui sont intéressées à contacter les CCE. Nous sommes là pour vous aider. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la route en Inde, on se dit quel courageux. Et vous m'avez dit, oh bah ça va en termes de circulation. Oui, ça peut être bien pire. Donc moi j'ai habité à Delhi pendant presque 4 ans. Nicolas, toi tu étais à Bombay, c'est encore pire. Le trafic de Bangalore, d'Ahmedabad, de Delhi ou de Bombay, on va retrouver les mêmes caractéristiques, donc ça va être un peu de la folie quand même. C'est infernal, mais au final ça roule quand même. C'est-à-dire qu'on finit par arriver à destination un jour ou l'autre. Alors si c'est la mousson, c'est plus compliqué que dans des conditions de circulation normale. Et pour la sécurité, en fait, on roule pas vite. Mais vous conduisez, parce que Sylvain, par exemple, vous avez votre entreprise a exigé que vous ayez un chauffeur, et c'est valable pour beaucoup de Français qui sont expatriés. C'est très souvent le cas. Les entreprises françaises exigent souvent dans les contrats que les expatriés ne conduisent pas eux-mêmes pour des raisons de sécurité. Tout à fait. Donc c'était le cas pour nous. Donc nous avons un chauffeur. Je vais être très honnête avec vous, je m'en porte très bien, puisque effectivement conduire en Inde, en regard du trafic, c'est Sachant que le coût d'un chauffeur est relativement limité. Donc oui. C'est une mesure de sécurité qui est relativement abordable. Et c'est vrai que vu la circulation, il y a d'une part les problèmes de circulation et puis ensuite les problèmes pratiques de parking. C'est que vous avez en général aussi nulle part pour vous garer. Donc ça, c'est très compliqué. Alors, on revient du coup sur les questions d'infrastructure urbaine. Et David est lui aussi sur ces sujets-là d'infrastructure urbaine. C'est le référent PME chez les conseillers du commerce extérieur. Donc effectivement, si les PME ont des questions, elles peuvent se tourner vers les CCE et vers David. Oui, il était bien placé pour nous faire justement. Et vers la chambre de commerce aussi. Il donne de sa personne, comme vous le voyez au milieu de la circulation, pour nous donner un aperçu de la circulation indienne. Il y a un problème aussi qui découle de la circulation, c'est aussi la pollution, justement. Tim, vous en parliez, oui. Vous, et puis Fabien, vous étiez tous les deux à Delhi. Assez terrible à Delhi, je dois dire. Ça dépend de la saison. Les pires mois sont les mois de novembre, décembre, janvier. En ce moment, là, j'étais à Delhi, c'était très agréable. On avait des degrés de microparticules tout à fait acceptables. On était aux alentours de 100, il me semble. Donc, tous les expatriés se sont équipés de purificateurs d'air. Et quand on a des enfants, c'est vraiment une nécessité importante parce qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est quand même assez pernicieux. C'est un vrai... Moi, j'ai passé 4 ans donc, à Delhi et le fait de rentrer à Paris, d'avoir moins de pollution, c'était quand même une... parisien, oui. Mais donc Delhi, la pollution est un vrai problème. Je pense qu'à Bombay, c'est un petit peu moins quand toi tu es vécu. Alors c'est moins le cas à Bombay, mais c'est quand même un problème qui existe dans la plupart des mégalopoles et des grandes villes indiennes. Delhi est un peu l'extrême en termes de pollution, mais c'est un sujet général
par rapport au taux de pollution qu'on va trouver à Paris, la plupart des grandes villes indiennes sont plus polluées en termes de pollution atmosphérique. Ahmedabad, rapidement, Sylvain, vous Ahmedabad, effectivement, par rapport à Delhi ou à Mumbai, c'est moins pollué. On n'a pas de pic de pollution comme on l'a eu à Delhi, ou en tout cas ils sont moins importants, mais ça reste effectivement une ville polluée. D'accord. Après avoir abordé les mauvais côtés de l'Inde, entre guillemets, on va aborder les bons, avec une vidéo d'Isabelle Beau de Loménie qui se confie sur sa vision du sous-continent. Namasté Paris, je m'appelle Isabelle Boulomeni, je vis à New Delhi depuis 5 ans maintenant. L'Inde me fascine actuellement. Après 5 ans, je dois dire que si on ne change pas l'Inde, elle nous change sacrément parce qu'elle a tant à offrir par sa culture, les voyages, les paysages, la gentillesse des gens et l'histoire immense de l'Inde. On constate, on arrive en pleurant en Inde et on la quitte en pleurant aussi. On arrive en pleurant et on repart en pleurant. Votre sentiment, on va faire un tour de table, mais votre sentiment à tous les 4, Sylvain? Alors, moi, je ne suis pas arrivé en pleurant. Hein. Je suis arrivé en Inde très content. Est-ce que je partirai en pleurant? Sans doute, puisque c'est effectivement un pays qui est extrêmement attachant de par sa diversité, de par sa culture. On se revoit dans 3 ans. Et vous vouliez aussi nous parler d'un livre qui s'appelle Navigating India, qui est très important pour Exactement, découvrir. donc rapidement, je pense qu'il y a quelques ouvrages qui sont assez intéressants sur l'Inde. Donc j'ai eu moi la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Bharat Joshi, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Navigating India et que je recommande fortement, puisque c'est une image assez objective de l'Inde et du business en Inde et de l'interliaison entre toutes les problématiques dont on a parlé aujourd'hui. D'accord. Fabien, vous, votre ressenti du pays? Alors moi, mon ressenti, c'est que, comme on vient de le voir dans le reportage, on est avalé par l'Inde. C'est vraiment l'expression consacrée dans la mesure où l'Inde vous dépasse totalement de par ses dimensions, de par la profondeur de sa culture, de son histoire. Alors certes, on peut subir ou éprouver à des moments une certaine lassitude face aux différentes difficultés qu'on a évoquées, mais au final, tout ça s'efface par le plaisir et la douceur de vivre qu'on peut y trouver. Il y a plusieurs éléments, mais sur des voyages qu'on peut faire au sein de l'Inde, on va en fait trouver des sous-pays et une multitude de dimensions qu'on avait jusqu'alors pas soupçonnées. D'accord. Juste un seul mot, Tim. Un mot pour résumer l'Inde. Les gens sont exceptionnels, ils sont gentils, ils s'intéressent à vous et c'est un pays exceptionnel. C'est une drogue, moi je suis obligé d'y revenir très régulièrement parce que j'aime énormément ce pays. Merci Nicolas, un mot. L'optimisme et l'énergie, moi c'est ce qui me fascine dans ma vie professionnelle et personnelle en Inde. C'est vraiment ça, l'optimisme et l'énergie qu'on trouve en Inde dans toutes les villes, que ce soit Ahmedabad, Delhi, Bombay, on est partout happé par l'Inde. Merci à tous, merci à tous les 4. Vous pouvez nous retrouver à 16h pour une nouvelle émission des 24 heures chrono de l'International et nous irons à Montréal. I am 4, I can read and I can write. J'ai 4 ans, je sais lire et je sais écrire. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.